Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler surtout du match Real Madrid FC Séville qui s'est déroulé samedi soir. On enregistre la vidéo dimanche au cas où il y a des news entre-temps. Elle sortira sans doute lundi cette vidéo. Victor, qui est avec moi encore une fois, m'accompagner. Pas de Pablo à nouveau. Pablo n'est pas disponible le dimanche malheureusement. Pablo est occupé à d'autres occupations. Comment ça va Victor? Bah écoute, très bien. On a eu une belle soirée hier. On a une semaine de Ligue des Champions qui s'annonce. Bah écoute, je me porte plutôt bien. Et toi? Bah écoute, ça va bien également. Beau match de foot contre Sevilla. Bon, je pourrais me porter mieux si Arsenal avait gagné cet après-midi, mais ça c'est une autre histoire. Et c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est ce bon match qu'on a vu face au FC Séville, un match où finalement l'opposition était peut-être plus forte qu'attendue. On avait parlé en vidéo avec Pablo avant la rencontre que Séville était en crise, mais Séville est quand même venu proposer quelques trucs au Bernabeu. On a vu une équipe en crise en première mi-temps, on a vu une meilleure sortie des vestiaires, on va dire, de la part de Séville. Toi, Victor, globalement, qu'est-ce que tu en as pensé de l'adversaire, par exemple? Est-ce que tu trouves que c'était moins un choc que ce que ça a l'habitude d'être les Real Madrid-Sevilla? Bah c'est vrai qu'on a un Séville FC malade. On a une équipe voilà, qui a perdu son entraîneur, enfin qui a licencié son entraîneur récemment, Lopetegui, pour prendre Sampaoli. Et on a vu du Sampaoli dans le texte, une équipe sans attaquant, tous les supporters marseillais connaissent, une équipe avec que des milieux de terrain, donc contre une défense du Real qui est quand même de plus en plus solide, même si on encaisse des buts, c'est très dur de se procurer des occasions franches contre cette défense du Real Madrid. Et ben on a eu un Séville très timide, vraiment sans inspiration. Je les ai pas trouvés exceptionnels, même plutôt mauvais pour dire les termes. Et leur regain de forme en seconde période est dû pour moi à un Real Madrid somnolent, un Real Madrid qui est revenu du vestiaire toujours en train de dormir tout simplement, parce qu'on a eu une première mi-temps vraiment très bien gérée de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Je les ai trouvés bons dans les combinaisons, même dans le pressing. Ils se sont Très bon temps de possession aussi. Très bon temps de possession, je trouve. et même quand Séville mettait le pied sur le ballon, ce qui était déjà le cas en première mi-temps, mais encore plus en seconde, on a toujours réussi à se créer des occasions de transition, de contre-attaque, là où cette équipe se sent le mieux finalement, hein, le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Donc, je les ai vraiment pas trouvés exceptionnels. Et si en deuxième période, la Mela égalise et Séville a des temps forts et le Real est moins bien, je pense que c'est uniquement la faute du Real durant cette période et pas parce que le FC Séville était meilleur que prévu. J'ai vraiment vu un FC Séville malade, sans idée et un entraîneur qui, bah, ce qui est normal après tout, il débute mais qui tâtonne. Ça devient un peu récurrent quand même pour le Real Madrid, cette sortie des vestiaires. Ces 10 minutes en sortie des vestiaires contre Elche, qui était pourtant bah, l'opposition la plus faible finalement que le Real pouvait avoir en Liga vu le début de saison. C'était déjà le cas. Et on a vu auparavant aussi le Real se faire peur finalement au retour des vestiaires de cette manière. Le Real a encore encaissé son but habituel, toujours pas de clean sheet avec Thibaut Courtois dans les cages. Il y a quand même pas que du bon à retenir, même si la prestation globale est aboutie et le résultat est là. Il y a plein de choses à redire. Franchement, la première mi-temps, les points négatifs, ça va être au niveau de la relance de la défense. Militao a perdu énormément de ballons. Je l'ai dit dans les notes, je trouve qu'il en fait beaucoup trop en ce moment depuis le Classico, balle au pied. Il a perdu 5 ballons au bout de 15 minutes. Je ne sais pas si on se rend compte pour un défenseur central, c'est vraiment énorme. Et les latéraux sont pour moi la grosse déception de cette rencontre. Fernand Mendy et Dani Carvajal ont été catastrophiques balle au pied, ont été catastrophiques dans la sérénité défensive ce qui me pose problème avec ces joueurs-là. En tout cas, depuis un petit moment, Dani Carvajal a eu un très bon passage. Ferland Mendy, lui, par contre, depuis le début de saison, c'est très hésitant et c'est vraiment pas exceptionnel. Mais là, depuis un petit moment, ce qui me dérange, c'est que lors des temps faibles du Real Madrid, ils sont vraiment en train de plonger. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de couler lors de ces temps faibles et ils tirent l'équipe vers le bas à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne peut plus relancer proprement parce que Fernand Mendy et Dani Carvajal ont les pieds qui brûlent dès qu'ils ont le ballon. Ils font des erreurs de positionnement également. Il y a vraiment, c'est vrai, ça peut devenir un gros problème face à des oppositions peut-être meilleures s'ils Sûrement n'arrivent pas à se exploiter ça, transcender. ouais. Parce que là, Séville n'a pas vraiment exploité finalement. Bah non, parce qu'ils avaient aucun joueur de couloir à part Eric Lamela, déjà pour commencer, et aucun attaquant. Donc forcément, pour exploiter les largesses des latéraux du Real, c'est compliqué. Mais après, ça regarde Sampaoli.
Mais c'était vraiment le point à revoir de ce match. Et puis la seconde période, en tout cas entre la 45e et la 70e, on a Rodrigo qui disparaît des radars. On a un Vinicius qui est un peu moins percutant, Federico Valverde aussi. On a vraiment toute l'équipe qui passe un peu à travers de ces 30 minutes en seconde période, jusqu'au changement de Carlo Ancelotti, qui ont fait énormément de bien, que ce soit la rentrée d'Eduardo Camavinga dans un premier temps, puis celle de Marco Asensio, Lucas Vasquez et tout le travail. Un poil tardif, tu les as trouvés les changements? Tu as trouvé que c'était un bon timing? Celui de Camavinga est bon. Les autres à la 77e, tu trouves que c'était peut-être un poil tard ou ça Bah, ça au moment du changement, je me marchait au suis dit que final? c'est peut-être un poil tard, mais au final, ça a été tout de suite payant, donc c'est compliqué de juger. Mais oui, c'est fait un peu tardivement, surtout les sorties de Dani Carvajal et de Ferland Mendy, mais en même temps, il n'y a pas non plus 20 000 options sur le banc de touche pour ces postes-là. Donc forcément, il a dû avoir un petit temps de réflexion, s'adapter aussi à ce que Sampaoli allait mettre en place. On peut lui reprocher que ce soit un peu tardif, mais en fin de compte, c'est payant, donc. C'est payant surtout grâce à la très belle entrée de Marco Asensio. Quelque chose qu'on sait qu'il est capable de faire, débloquer des matchs en fin de rencontre. Il l'avait fait l'an dernier, même plusieurs fois, je crois, si je dis pas de bêtises, et être décisif comme ça en fin de match. Et là, Oui. une très belle rentrée de sa part, que ce soit dans les intentions, on l'a vu se donner vraiment à 110% dès qu'il est rentré sur le terrain. Plusieurs pressings, plusieurs courses aussi. Et puis ensuite, bah, ce ballon pour Vinicius, puis ensuite la passe décisive pour Valverde, impliqué sur les deux buts, une fois l'avant-dernière passe, une fois la dernière passe. C'est une entrée qui fait plaisir à voir et qui peut lui redonner un petit peu de confiance. Bah, on sent déjà, il avait fait une excellente rentrée contre Elche. Il enchaîne avec cette excellente rentrée contre Séville. Il a eu des déclarations d'après-match où voilà, il exprime le fait qu'il doit saisir ses opportunités, ce peu de temps de jeu que lui donne finalement Carlo Ancelotti. Et sur les deux dernières rencontres, il fait de très bonnes choses, positionné de manière un peu plus axiale. Il rentre pas pour coller la ligne, parce qu'à chaque fois qu'il est rentré vraiment comme ailier droit, il était transparent, il apportait aucune plus-value au Real. Là, il est rentré pour amener de la dynamite au milieu de terrain, pour amener de sa qualité technique, sa percussion, si je puis dire. Là où il n'est pas du tout percutant sur un côté, il amène une autre sorte de percussion dans l'axe du terrain, de par de temps en temps de grandes enjambées, des petites combinaisons. Et aussi, il faut savoir qu'il apporte une menace à la frappe, ce qui libère aussi des espaces dans le dos des défenseurs, il amène une menace supplémentaire de par cette facette de son jeu. Donc non, c'est une excellente rentrée et on va avoir besoin, dans tous les cas, d'un Marco Asensio important lorsque les matchs s'enchaînent aussi vite. Il va devoir être percutant, avoir vraiment un rôle dans cette équipe. Et c'est vrai que dans ce rôle un peu plus axial, il a été plutôt très bon hier et il a fait du bien. T'as parlé de menace à la frappe. Je vais m'auto-congratuler rapidement, puisque j'avais annoncé que Fede Valverde marquerait un but magnifique hors de la surface à nouveau contre Sevilla. Chose faite, merci Federico de ne pas me faire passer pour un pitre pour une fois. Encore une fois, Valverde qui marque hors de la surface, il en a tiré trois, je crois, hier des frappes depuis hors de la surface. J'ai l'impression qu'il cherche de plus en plus ces positions-là. Je sais pas si c'est Carlo qui lui demande ou si c'est lui qui comprend la menace qu'il peut représenter. Dans tous les cas, ça marche. Ça a fait mouche à la 80e pour sceller le score pour le Real Madrid. Quelle pureté dans sa frappe de balle. On en parle quasiment à chaque vidéo puisqu'il en met un à chaque match. Mais quelle propreté, quelle pureté. Bah, on a vraiment un Federico Valverde là qui s'exprime totalement. Tu disais qu'on dirait qu'il cherche ses zones préférentielles, mais en même temps, je vous invite à regarder la compilation des buts de Federico Valverde depuis le début de saison, c'est que des pétards. Donc encore heureux, ça devient vraiment une arme de prédilection pour lui, une arme létale pour le Real Madrid, une option de plus offensivement pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Donc et au-delà de ça, il fait même un bon match. Il n'a pas été extraordinaire. Et quand l'équipe a eu un passage à vide, lui également aussi a eu un passage à vide. Je dirais que le seul qui a tenu un peu la barre dans ces moments-là, c'était Tony Kroos. En tout cas, qui n'a pas été exceptionnel, mais qui n'a pas baissé de régime non plus lorsqu'il ressortait les ballons. C'est toujours Et Toni Kroos, pas vrai, Victor? c'est toujours Tony Kroos, mais même Eder Militao et David Alaba tenaient plutôt bien aussi la baraque défensivement pour le coup, surtout Militao. Euh, mais Federico Valverde, voilà, s'exprime de par ses frappes de loin, mais il s'exprime aussi de plus en plus de par il dézone énormément, surtout quand il joue avec Luka Modric, parce que Luka Modric aime aussi exploiter cet espace droit du terrain. Ça permet à Valverde de dézoner, de venir un peu plus renforcer le milieu de terrain, venir combiner avec Toni Kroos, avec Tchouaméni, avec Rodrigo ou Benzema, peu importe qui est dans l'axe. Et il y a des choses très intéressantes à en tirer.
Moi, je lui ai mis 8 parce que bah, au-delà de sa C'est ça. patata, au-delà de sa patata incroyable, il dégage quelque chose. Vraiment, il dégage un sentiment de je suis là pour longtemps, les gars, et les gardiens adverses, je vais vous traumatiser pendant un petit moment avec ses frappes de balle. Et il est en train de rentrer dans la caste. On avait déjà cité les noms, mais Steven Gerrard, Clarence Seedorf, Frank Lampard, tous ces milieux de terrain Balak, qui terrorisaient les gardiens adverses. Courtois en a parlé, il a dit que lui était déjà traumatisé à l'entraînement par les frappes de Valverde. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé d'ailleurs du retour du Belge dans nos cages? Pas de clean sheet, mais Oh, il y a rien à dire. Il a rien eu à faire de particulier. J'ai dit, cette équipe de Séville était très inoffensif. Ils ont eu une opportunité et qu'ils ont très bien exploité d'ailleurs avec un super appel diagonal d'Eric Lamela. Et la finition est plutôt bonne. Thibaut Courtois, la main peut-être pas assez ferme, mais la finition est quand même assez jolie. il Et est prêt à contre-pied un peu sur la finition. Même si la c'est main ça, il doit être traîne, il est surpris. vraiment dans l'autre sens. Ouais. Et la finition est Mm. vraiment très bien pensée en fait. C'est vraiment, c'est plus un but Donc, de Lamela qu'une erreur de Courtois. il n'y a rien à dire de spécial sur la performance de Thibaut Courtois. On l'attend plutôt contre Leipzig, là où ça sera un match tout de même assez important pour se garantir la première place du groupe. C'est un beau football déployé entre nous deux, puisque tu me fais mes transitions. On va rapidement parler du match de Leipzig. J'ai une question pour toi. À quel point on fait tourner pour cette rencontre, sachant que le Real est déjà qualifié et le Real n'a besoin que d'une victoire sur ses deux derniers matchs pour assurer la première place de la poule? Je sais pas. En fait, il y a beaucoup d'absents déjà. Federico Valverde n'est pas là, Dani Ceballos non plus, Karim Benzema non plus. Je crois que j'en Il peut être oublie disponible, hein. un. Il a dit qu'il peut être disponible, hein. Non, il n'est pas dans le groupe. Il est Groupe? pas dans le groupe. Ah, j'ai pas vu Euh, bien l'info, mais j'ai vu qu'il allait s'entraîner normalement alors, peut-être, mais qu'il allait il être sera dis disponible, il sera disponible contre le week-end. dimanche contre Girona. Il sera disponible dimanche et je crois qu'il y a un autre absent. Bref, il y a quand même énormément de blessés, en tout cas, enfin pas énormément, mais des blessés clés pour cette rencontre. Je pense que ça va faire tourner du côté de Carlo Ancelotti. Leipzig n'est pas une menace, même si au match aller, le Real Madrid a été mis en difficulté, mais je trouve qu'ils se sont mis en difficulté tout seuls, malgré un bon pressing des joueurs allemands. Ouais, vous avez fait une performance assez fade, le Real à l'aller. Voilà, donc difficile de faire pire, je Très dirais. prévisible surtout. Ils avaient été très prévisibles, c'est le mot que je garderais. Ils avaient vraiment pas inventé quelque chose, ils avaient vraiment joué juste un football basique, et du coup ça n'a pas marché face à des Allemands qui étaient bien en place. Mais tu Jusqu'à vois, je que pense que la situation soit débloquée en fin de match. ça sera l'occasion, je pense, de voir Marco Asensio titulaire. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que Carlo Ancelotti va continuer dans sa lancée et lui offrir un peu plus de confiance, un peu plus de temps de jeu à la place de Federico Valverde. Je pense qu'on aura Vinicius Rodrigo. Le milieu de terrain, je vois bien Kamavinga soit être à la place de Luka Modric, soit à la place de Toni Kroos. Tchouaméni est sorti assez tôt dans la rencontre face à Séville, donc il devrait être titulaire. Et la défense, Lucas Vasquez, ça serait bien qu'il remplace Dani Carvajal parce que je pense qu'il a besoin de souffler, Dani. Et surtout, il a besoin de comprendre qu'en ce moment, il est un peu dans le dur et, voilà, et repose-toi. Et après, à voir si tu mets Rudiger, Nacho et tu le mets à la barrière gauche ou tu laisses faire Mendy, ça sera au choix du coach. Kamavinga titulaire face à une équipe qui était quand même très bien, très en place, structurellement parlant à l'aller, et très tactiquement, enfin très intelligemment bien placé Leipzig à l'aller. Ça m'inquiète un peu de savoir Kamavinga titulaire au vu des limites qu'il nous montre dans ce cas-là. C'est le moment de nous montrer qu'il est en train d'enfin comprendre son rôle. Ce serait un bon test pour lui, je pense, parce que Leipzig était très bien en place à l'aller, avait réussi à quand même bien cadrer l'équipe du Real Madrid et les obliger à faire des choses prévisibles, encore une fois. Donc à voir si Kamavinga du coup peut ramener un petit peu ce surplus d'imprévisibilité au milieu de terrain et cette folie, plutôt que de se faire un peu marcher dessus parce que l'équipe en face sait comment il joue et sait comment le contrer. C'est un match clé pour Kamavinga. De toute façon, désormais, je considère que toutes les titularisations d'Eduardo Kamavinga vont avoir un impact sur son futur rôle au Real Madrid et sur le reste de la saison. Il faut qu'il saisisse les occasions de se montrer, de briller, même pour le mondial aussi, pour pouvoir être dans la liste de Didier Deschamps. Donc, non, très important pour Eduardo Camavinga et aussi très important pour Vinicius Junior, qui a été exceptionnel contre Séville, double passeur, qui a montré vraiment son évolution dans le jeu, la temporisation, la réflexion. J'ai envie de voir si sans Karim Benzema, sans Federico Valverde, qui sont quand même aussi les deux catalyseurs de cette équipe du Real Madrid, voir si Vinicius, peut-être un peu esselé, va pouvoir lui aussi sortir une belle performance en Ligue des Champions. On envoie un petit prono histoire d'avoir faux rapidement et on arrête. Euh, je dirais 1-0 Real Madrid. But 2, Camavinga. d'accord. Moi je Allez. dirais
Moi, je dirais un partout. But de Rodrigo pour le Real. Et toujours pas de clean sheet pour Thibaut Courtois. Sur ce, je te remercie Victor d'avoir discuté de ce beau match quand même de football qu'on a vu contre Sevilla et du match qui nous attend en Ligue des Champions. On se retrouve très bientôt sur la chaîne du Journal du Real, vendredi logiquement, pour une nouvelle vidéo pour parler peut-être un petit peu du match, parler peut-être sinon d'un autre sujet thématique, on verra bien. Sur ce, merci à toi Victor, merci à vous chers viewers et excellente journée ou soirée en fonction de quand vous nous regardez. Salut! Ciao!